La souffrance des riches. Pourquoi cette addiction n'est-elle pas reconnue? La force chimique de l'argent. Cette forme d'addiction n'est pas reconnue tant la fascination générale pour l'argent est quasi universelle. On parle de réussite, de chance, de faire fortune, de veine, voire de façon plus triviale, de se faire des couilles en or. Qui n'en voudrait pas? L'argent représente le pouvoir tout d'abord de survivre, puis de vivre mieux, d'assujettir autrui par le contrat de travail, de séduire et conclure des alliances, et enfin de pervertir la perception des relations humaines. Marx décrit l'argent comme la force chimique de la société, le lien de tous les liens, et souligne ses propriétés hallucinogènes. Ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles, à moi son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle des femmes. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante est anéantie par l'argent. De par mon individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure 24 pattes. Je ne suis donc pas perclus. Moi, par qui l'argent peut tout ce à quoi aspire un cœur humain, est-ce que je ne possède pas tous les pouvoirs humains? Donc mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, qui lie à moi la société et qui me lie à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens? Ne peut-il pas dénouer et nouer tous les liens? N'est-il pas non plus, de ce fait, le moyen universel de séparation? Cette puissance de l'argent brouille notre regard et empêche d'avoir une lecture claire de ce fléau récent qui pervertit l'humanité. Jusqu'à il y a environ 4000 ans, 160 générations, les gens échangeaient des objets, des choses tangibles et se rendaient des services. Puis soudain, les biens se sont dématérialisés pour se convertir en simple symbole de confiance, la monnaie. La monnaie n'est rien en soi et n'a aucune valeur si tout à coup personne n'y croit plus. Et pourtant, cette trace sur un morceau de métal ou de papier, aujourd'hui simple encodage informatique, est devenue la mesure de votre travail et de votre habileté, voire de votre malice. En tout cas, le poids de votre être dans le regard d'autrui, votre éventuelle notabilité, comme les notes à l'école assignaient l'étiquette « bon élève »,« mauvais élève ». La performance scolaire rapportait un bénéfice et on associait au bon élève l'idée du bon enfant. La honte qui aveugle. La honte aussi représente une entrave à notre reconnaissance de l'addiction à l'argent. La honte n'est pas une émotion facile à percevoir en soi. On a honte d'éprouver de la honte et on se ment. La honte se cache bien au fond de l'inconscient. Lors d'une rupture amoureuse, par exemple, on pourra dire son chagrin, sa colère, son indignation ou l'injustice de la situation, que l'on n'a pas mérité ce délaissement, cet oubli, cet abandon, ce remplacement. En revanche, témoigner de la douleur de la honte sera difficile. La honte d'avoir été quitté qui fait que l'on préférerait parfois disparaître sous terre. Et la honte, ou au moins la gêne, engendre le désir de nier son origine sociale, de ne pas se situer et prendre en compte la façon dont elle nous impacte. Lorsque je demande à mes patients de quelle classe sociale ils sont issus, la plupart répondent « normal ». Il n'existe pas de classe sociale normale. Chaque classe ayant sa spécificité, son habitus qui sépare, ainsi que le font en Inde les castes qui nous choquent tant. Seuls les politiciens ou les chefs d'entreprise se targuent d'origine modeste pour gagner des voix ou faire croire à une authenticité, une empathie. On sait que la classe sociale à laquelle on appartient détermine nos habitudes et comportements, notre bagage culturel, notre façon de nous exprimer, d'interagir, d'aimer, notre confiance en soi et ce à quoi nous pensons, et oriente la manière dont nous nous projetons dans le futur. On évalue donc mal l'addiction à l'argent parce que l'argent est un sujet sensible dont l'évocation entraîne forcément l'émergence de notre statut social en comparaison.
En découvrant les différences sociales, l'enfant ressent une menace sur son être et qui brouille encore la lucidité de l'adulte. Le sujet est toujours embarrassant puisqu'on sait qu'à l'autre bout du spectre de la fortune, on meurt comme un chien, dans la misère, sans argent et sans gloire, et même sans descendance, en n'étant rien. Dans notre inconscient collectif, nous restons hantés par l'époque où les gens mouraient de faim en Occident et par la peur de manquer. Dans le conte du petit Pousset, l'enfant met toute son ingéniosité à ne pas périr ni laisser périr ses frères dans la forêt. La notion de honte de mourir de faim et pour les parents de n'être pas capables de nourrir leurs enfants n'est pas directement exprimée. Elle se lie en contraste de l'opulence et de la corpulence de l'ogre, symbole du puissant, et dont les filles, que par ruse le petit Pousset fera égorger, portent des couronnes d'or. Elle est enfin soulignée par la gloire que le petit Pousset reçoit auprès du roi à la fin de l'histoire en devenant son messager. À bientôt!